Takumi se retrouve transporté dans un autre monde, se tenant face à la déesse Nolin. La première chose qu'elle fait est de lui présenter des excuses sincères, expliquant que son invocation était une erreur totale. Elle révèle que lorsqu'un sort d'invocation est lancé, il cible généralement un groupe aléatoire de perdants de la Terre pour les transporter dans un autre monde. Cependant, la vie de Takumi se déroulait plutôt bien, il n'était donc pas censé être inclus. Malheureusement, à cause d'une maladresse, il a été emporté dans le processus d'invocation avec tout le monde. La faute revient à l'empire sacré de Sidonia, qui a activé le sort d'invocation de manière irréfléchie. Comme Takumi n'était pas destiné à être invoqué, Nolin l'a amené directement à elle au lieu de l'envoyer à Sidonia avec les autres héros invoqués. Takumi demande à Nolin si elle peut simplement le renvoyer sur Terre, étant donné que son invocation était une erreur. Malheureusement, elle lui explique que ce n'est pas possible. Par pure colère contre Sidonia pour avoir utilisé un sort d'invocation interdit, elle l'a immédiatement supprimé des lois magiques de ce monde, garantissant ainsi que plus personne ne puisse voyager entre les mondes. En conséquence, Takumi est désormais coincé ici de manière permanente. Pire encore, le processus d'invocation l'a techniquement tué. Lorsque Takumi réalise qu'il est maintenant un fantôme sans corps, il commence à paniquer. Mais Nolin le rassure en lui expliquant qu'il n'a pas à s'inquiéter. Bien qu'elle ne puisse pas le renvoyer sur Terre, elle peut lui fournir un nouveau corps et l'aider à commencer une nouvelle vie en tant que citoyen de ce monde. En guise d'excuse, puisqu'elle est en partie responsable de cette situation, elle lui propose de lui accorder sa bénédiction pour lui faciliter la vie. Takumi n'a pas vraiment d'autre choix, alors il accepte de renaître dans ce monde. Nolin est ravie d'entendre cela, car cela lui simplifie grandement la tâche. Elle lui demande alors d'ouvrir son écran de statut pour découvrir la nouvelle vie qui l'attend. Lorsqu'il le fait, Takumi découvre que Nolin prévoit de lui donner un corps de 17 ans, bien qu'il en ait 40. Nolin lui dit de ne pas s'attarder sur ce détail mineur. Ce qui est plus important, c'est qu'il doit encore choisir son métier. Elle lui explique qu'il existe deux grandes catégories de métiers. S'il veut un rôle plus axé sur le combat, il peut choisir des professions comme épéiste, chevalier ou chasseur. Mais si cela ne l'intéresse pas, il peut toujours opter pour un métier de production. Takumi n'est pas très enthousiaste à l'idée de combattre, alors il choisit un métier axé sur la production. Nolin intègre alors ce métier à son âme, en lui accordant plusieurs bénédictions supplémentaires, puis elle l'envoie sur son chemin, oubliant complètement de lui fournir un quelconque tutoriel. Takumi atterrit violemment en pleine forêt, et après s'être péniblement relevé, il aperçoit son reflet dans une rivière proche. C'est à ce moment-là qu'il réalise qu'il est réellement devenu une autre personne, et à sa grande surprise, son arthrite a disparu. Décidé à tirer parti de cette nouvelle situation, il vérifie le sac que Nolin lui a laissé pour voir ce qu'il contient. À l'intérieur, il trouve des rations alimentaires et de l'argent, ce qui signifie qu'il n'aura pas à se soucier de la faim pour le moment. Takumi consulte son écran de statut et constate que Nolin s'est montrée très généreuse en lui accordant une panoplie impressionnante de compétences utiles. Parmi elles, il remarque la magie élémentaire et décide de la tester. En tendant la main, il prononce « boule d'eau » et instantanément, une sphère d'eau se forme dans sa paume. Les autres éléments fonctionnent tout aussi naturellement, et Takumi les manipule sans difficulté dès sa première tentative. Après avoir maîtrisé ses nouvelles capacités magiques, il réfléchit à la suite de son aventure et décide de se rendre au village le plus proche. En marchant, Takumi tombe sur un bâton posé au milieu du chemin. Il semble de très bonne qualité, alors il utilise sa compétence d'évaluation pour l'analyser et découvre qu'il s'agit de bois de tréant. Ce matériau provient d'un monstre arbre et est très utile pour fabriquer des bâtons magiques et des lances. Takumi décide de tester sa compétence de modelage en transformant le bois en lance. Étonné par la qualité du matériau, il scanne les environs pour voir s'il peut trouver d'autres plantes intéressantes. Il en repère une grande quantité et passe l'heure suivante à les ramasser. Cependant, il se rend compte qu'il ne pourra pas toutes les transporter dans son sac. Alors qu'il envisage d'en abandonner une partie, il se rappelle qu'il possède une compétence de boîte à objets, qu'il utilise immédiatement pour tout stocker. Soudain, Takumi entend un cri non loin de lui. Quelques secondes plus tard, une fillette surgit des buissons et court droit vers lui, le suppliant de l'aider, car un monstre la poursuit. En se retournant, Takumi aperçoit une énorme créature ressemblant à un lapin cornu. L'animal charge à une vitesse fulgurante, manquant de peu de l'empaler. Pris de panique, Takumi réagit instinctivement et transperce accidentellement la tête du lapin avec sa lance, le tuant sur le coup. Il est stupéfait d'avoir réussi à éliminer un tel monstre alors qu'il n'est qu'un novice, et il suppose que c'est grâce à la bénédiction de Dame Nolin. En réalité, la déesse n'y est pour rien. Il s'agissait simplement d'un énorme coup de chance. À la suite de ce combat, Takumi reçoit le titre de guerrier, à son grand désarroi, lui qui voulait justement éviter les affrontements. Toutefois, il met cette inquiétude de côté et s'assure que la fillette va bien. Elle se présente sous le nom de Molly et lui assure qu'elle n'a rien, expliquant qu'elle était partie cueillir des herbes, mais s'est aventurée trop loin du village de Borde, avant d'être attaquée. Lorsqu'elle mentionne un village, Takumi s'enthousiasme et lui demande s'il peut s'y rendre. Molly accepte de le guider, mais avant cela,
Elle lui fait remarquer que la viande de ce lapin est délicieuse et lui demande s'il compte l'emporter. Réalisant qu'il serait dommage de le gaspiller, Takumi range la carcasse du lapin dans sa boîte à objets. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il réalise qu'il vient de révéler son pouvoir de stockage devant Molly, alors qu'il voulait le garder secret. Résigné à son erreur, Takumi suit Molly alors qu'ils entament leur route vers le village. Au même moment, les autres personnes qui ont été invoquées viennent d'arriver dans l'empire de Sidonia, complètement perdus quant à ce qui se passe. Personne n'est blessé, mais ils n'ont aucune idée d'où ils se trouvent. Soudain, ils entendent quelqu'un les appeler des héros. Une femme s'approche et leur annonce qu'ils ne sont plus dans leur monde d'origine et qu'ils ont été convoqués pour utiliser leur pouvoir en tant que héros afin de sauver ce monde. Elle se présente comme l'impératrice de l'empire de Sidonia, Elisabeth, et en la voyant, les jeunes réalisent immédiatement qu'elle a l'air extrêmement louche. C'est alors que la compétence unique d'Akan s'active, et il semble que Nolin lui ait accordé la bénédiction de la révélation. Si elle suit son instinct, elle arrivera naturellement à la bonne réponse, et en ce moment même, tout son être lui hurle qu'Elisabeth est une traîtresse et qu'elle ne peut pas lui faire confiance. Lorsque Takumi arrive finalement au village de Bor, les parents de Molly viennent à sa rencontre pour le remercier d'avoir sauvé leur fille. Le père de Molly se présente sous le nom de Banga, tandis que sa mère s'appelle Martha. Ils expriment leur admiration pour Takumi, supposant qu'il doit être une personne très responsable pour avoir voyagé une si longue distance seul. Takumi profite de l'occasion pour demander s'il serait possible qu'il reste quelque temps au village, expliquant qu'il n'a nulle part où aller. Banga et Martha l'accueillent chaleureusement, mais lui expliquent qu'il n'y a malheureusement pas d'auberge dans le village, et donc aucun endroit où il pourrait loger. Cependant, ils lui proposent une solution. Les villageois peuvent lui construire une maison. Rapidement, tout le village se rassemble autour d'un terrain vide, prêt à se mettre au travail. Voulant contribuer d'une manière ou d'une autre, Takumi décide d'utiliser sa magie de la terre pour aplanir le sol et poser les fondations. C'est la première fois qu'il utilise la magie à une telle échelle, et l'effort est si intense qu'il frôle l'évanouissement à cause de l'épuisement de son mana. Les villageois sont émerveillés par la facilité avec laquelle Takumi manipule la magie de la terre. Il leur demande s'il vient de faire quelque chose d'anormal, mais il le rassure en lui disant de ne pas s'en inquiéter. Comme il a déjà préparé les fondations, le reste des villageois se met immédiatement au travail pour assembler sa maison. Dès le lendemain matin, la construction est terminée. Grâce à ses compétences en menuiserie, forge et couture, Takumi est capable de fabriquer un bon ensemble de meubles pour lui-même. Mais il y a autre chose qu'il veut essayer depuis un moment. Il a obtenu plusieurs minerais du forgeron du village, Boron, et il veut tenter d'utiliser l'alchimie pour en extraire le métal. Takumi se retrouve avec du minerai de fer, d'argent, de cuivre et même du minerai de fer magique. Il commence par le fer et tente de créer un lingot. Normalement, ce processus nécessiterait un grand four et plusieurs heures de travail, mais grâce à sa compétence d'alchimie, il y parvient instantanément. Toutefois, cette opération consomme une quantité considérable de son mana. Son premier essai d'extraction de minerai est un succès, et Takumi est ravi du résultat. Enthousiasmé par les possibilités qui s'offrent à lui, il décide d'extraire autant de métal que possible afin d'avoir suffisamment de matériaux pour ses futurs projets. Après quelques heures, Molly passe chez Takumi pour lui apporter son dîner. Lorsqu'elle ouvre la porte, elle est horrifiée de le voir effondré sur le sol, complètement vidé de son énergie. Il s'avère que Takumi s'est trop forcé avec l'extraction des minerais et a frôlé la mort à cause de l'épuisement de son mana. Heureusement, Martha et Banga lui donnent une potion de récupération, ce qui lui permet de retrouver ses forces. Bien que Takumi soit impatient de poursuivre ses expérimentations en alchimie, il doit promettre de ne plus se surmener ainsi. Au fil du temps, Takumi extrait une grande quantité de fer, de cuivre et même un peu d'or, ce qui lui permet de fabriquer une multitude d'outils utiles. Une fois satisfait de ses progrès en alchimie, il passe du temps à la forge avec Boron, apprenant à fabriquer toutes sortes d'armes. La lame qu'il forge est de très bonne qualité, et une fois que Boron aura terminé le fourreau, elle sera complète. Son niveau en forge est maintenant monté à 40, ce qui signifie qu'il peut mettre cette compétence de côté pour l'instant et se concentrer sur autre chose. Takumi approche alors Banga et lui demande s'il peut emprunter quelques potions. Banga accepte sans hésiter mais lui précise que celles qu'il possède sont basiques et risquent de ne pas être très efficaces. Takumi le rassure en lui disant que ce n'est pas un problème, expliquant qu'il a simplement besoin d'un modèle pour reproduire sa propre version. Il prévoit de créer ses propres potions à partir des herbes qu'il a récoltées dans la forêt. Impressionné par l'initiative de Takumi, Banga lui apporte tout son soutien et lui propose même d'acheter certaines potions lorsque le premier lot sera prêt. Takumi remercie Banga et, avec la potion de base en main, se met à l'œuvre pour concocter sa propre version. Il utilise des feuilles d'ilkouk et de l'eau pour la préparer, en suivant attentivement chaque étape du processus.
Une fois la potion terminée, il la verse dans un flacon en verre et la compare à celle que lui a donnée Banga. Les deux sont bleues, mais la sienne est nettement plus vive et semble contenir des traces de magie. Malgré son apparence prometteuse, Takumi ne sait pas si elle est réussie. Il sait qu'il doit la tester pour s'assurer de son efficacité, mais l'idée de s'empoisonner accidentellement le rend hésitant. Afin d'augmenter sa tolérance au poison, il décide d'avaler tout ce qu'il trouve de suspect jusqu'à être au bord de la mort, puis d'utiliser la magie de soin pour se guérir. Après quelques heures de ce régime autodestructeur, il se sent terriblement mal. Mais d'un autre côté, à force de se soigner, il finit par obtenir la compétence de purification, ce qui pourrait s'avérer très utile à l'avenir. Alors que Takumi se relève difficilement, il entend un bruit derrière lui et se retourne pour se retrouver face à un gigantesque sanglier qui le fixe intensément. Le sanglier est clairement hostile, alors Takumi prépare sa lance pour se défendre. Cependant, lorsque l'animal charge, la lance se brise sous l'impact, laissant le sanglier indemne et Takumi complètement sans défense. Désespéré, il utilise tous les types de magie à sa disposition, mais rien ne semble blesser la bête. Comme si la situation ne pouvait pas empirer, il aperçoit une araignée venimeuse qui rampe derrière lui, prête à attaquer. Takumi réalise qu'il est complètement acculé. Au lieu d'attaquer Takumi, l'araignée se tourne soudainement vers le sanglier et l'attaque, perturbant ainsi sa charge et lui faisant manquer sa cible. Cependant, le sanglier n'abandonne pas et reprend immédiatement son assaut, laissant à Takumi très peu de temps pour réagir. Jusqu'à présent, aucune de ses attaques physiques n'a fonctionné, mais il lui reste une dernière tentative. Alors que le sanglier fonce sur lui une nouvelle fois, Takumi saute dans les airs et, au moment de l'impact, il utilise sa compétence d'alchimie sur la tête du sanglier pour la décomposer. Son instinct et sa réflexion rapide lui permettent manquant de sortir indemne de cet affrontement. Maintenant qu'il est en sécurité, Takumi décide d'aller voir l'araignée, puisqu'elle l'a aidé plus tôt. Elle est dans un état critique après avoir été percutée par le sanglier. Pris de compassion, Takumi choisit de la soigner pour éviter qu'elle ne meure. Après cela, il se lève pour retourner au village, mais il reçoit alors une notification indiquant qu'il a réussi à apprivoiser l'araignée. Il ne savait même pas qu'il était possible de domestiquer une araignée, mais il hésite à la garder avec lui, sachant que ces créatures sont considérées comme des monstres dangereux. L'araignée lui lance un regard adorable avec ses grands yeux brillants, et malgré toutes ses réticences, Takumi finit par accepter de la prendre comme animal de compagnie. Pour officialiser leur lien, il décide de la nommer Maple. Peu après, Takumi retourne au village, fier de montrer le gigantesque sanglier qu'il a réussi à tuer. Les villageois sont impressionnés par son exploit, mais leur stupéfaction est encore plus grande lorsqu'ils découvrent qu'il a apprivoisé une araignée venimeuse. Personne n'a jamais accompli un tel exploit, et tous sont émerveillés par les capacités de Takumi. Mettant cela de côté, Takumi propose aux villageois de partager la viande du sanglier, car il est bien trop gros pour qu'ils puissent le manger seuls. Ce soir-là, le village organise un grand festin en son honneur. Alors que tout le monde profite des festivités, Banga s'approche de Takumi et lui remet les restes les plus précieux du sanglier, lui suggérant de les vendre dans la ville la plus proche, Bolton. Avec cette nouvelle perspective, Takumi décide que sa prochaine destination sera Bolton. Pendant ce temps, la déesse Nolin observe Takumi et se réjouit de la manière dont il progresse. L'une de ses consoeurs déesses l'interroge sur ses intentions, lui demandant ce qu'elle espère accomplir en offrant à Takumi un traitement aussi exceptionnel. Après tout, elle lui a accordé un corps spécial, une bénédiction unique, et l'a même renvoyé un an avant que Sidonia n'active le sort d'invocation. Nolin, cependant, répond simplement qu'elle n'a pas d'objectif précis. Elle se contente de suivre ce qu'elle pense être la bonne chose à faire. Le lendemain matin, Takumi se réveille pour découvrir qu'il est attaché à son lit. Il comprend immédiatement que Maple est son responsable de cette situation. Maple s'excuse, expliquant qu'elle s'est sentie très seule ces derniers temps parce que Takumi était trop occupé et qu'elle voulait juste attirer son attention. Takumi réfléchit et réalise qu'il a été tellement absorbé par son travail qu'il n'a pas passé beaucoup de temps avec Maple. Déterminé à se rattraper, il décide de prendre un jour de congé pour jouer avec elle, ce qui la rend incroyablement heureuse. C'est à ce moment-là que Martha entre dans la pièce pour apporter à Takumi son déjeuner. En voyant la scène, elle se doute que quelque chose d'étrange se passe entre lui et Maple, mais Takumi lui assure que ce n'est pas du tout ce qu'elle imagine. Martha le croit sur parole, mais elle ne peut s'empêcher de remarquer à quel point la soie produite par Maple est d'excellente qualité. Elle prévoit de récolter autant de soie que possible. Plus tard dans la journée, Martha parvient à confectionner une chemise en soie d'araignée, et toutes les femmes du village tombent nouées sous le charme de la texture du tissu. Takumi est surpris d'apprendre que la soie d'araignée est aussi prisée. Les femmes lui expliquent qu'elle était considérée comme un matériau de luxe, habituellement réservé à la noblesse. Martha demande alors à Maple si elle pourrait produire davantage de soie pour elle. Maple commence à en tisser, mais le processus est lent et demande du temps, ce qui signifie qu'elle ne pourra pas jouer avec Takumi pendant un moment. Takumi est un peu déçu.
car il se réjouissait à l'idée de passer du temps avec Maple, mais il a encore d'autres choses à faire, alors cela ne le dérange pas trop. Cela fait environ 1 mois qu'il est arrivé dans ce village, et il prévoit de se rendre en ville pour approfondir ses études en alchimie. Cependant, après avoir passé autant de temps avec les villageois, il a du mal à leur dire au revoir. Takumi se rend à la forge pour retrouver Boron et poursuivre son apprentissage en forge. Peu de temps après, ils parviennent à fabriquer une cuirasse parfaitement ajustée à Takumi, ainsi qu'une paire de bottes renforcées en acier. Boron mentionne que ces bottes pourraient être utiles si Takumi devait donner un coup de pied à un ennemi, mais Takumi précise immédiatement qu'il n'a aucune intention de se battre, car son véritable objectif est de devenir un alchimiste. C'est alors que Banga fait son apparition, heureux de voir que l'armure de Takumi est enfin terminée. Cependant, il avoue qu'il va ressentir un grand vide une fois que Takumi sera parti. Il sait que Takumi ne peut pas rester ici éternellement s'il veut développer son commerce de production. Il est plus logique pour lui d'aller en ville, où il pourra vendre ses marchandises et obtenir un approvisionnement fiable en matériaux. Un marchand de Bolton doit venir au village dans quelques jours, et Banga a arrangé un trajet pour Takumi afin qu'il puisse voyager avec lui jusqu'à la ville. Bien que les villageois soient attristés par son départ, ils comprennent que c'est pour son bien et l'encouragent à commencer à préparer ses affaires. Reconnaissant pour tout leur soutien, Takumi les remercie et retourne chez lui pour faire ses bagages. En chemin, il croise Martha qui porte un seau rempli de viande. Curieux, il lui demande ce qu'elle compte en faire. Martha lui explique qu'elle s'apprête à jeter les abats d'un lapin cornu que Banga a attrapé. Elle mentionne que ces parties sont les plus savoureuses, mais qu'elles nécessitent un traitement minutieux pour éliminer tout risque de maladie ou de parasite. Ce village ne dispose pas de l'équipement nécessaire pour effectuer ce traitement, donc elle doit s'en débarrasser afin d'éviter tout problème de santé. Takumi lui dit que ce ne sera pas nécessaire, car il peut simplement purifier la viande. Il se penche et utilise sa magie de purification pour rendre les abats parfaitement comestibles. Bien que Martha lui soit reconnaissante, elle est également stupéfaite de voir que Takumi peut utiliser la magie de lumière. Elle lui conseille vivement de ne pas révéler cette capacité en dehors du village, car très peu de gens dans ce monde sont capables d'un tel exploit. Si cela venait à se savoir, il attirerait une attention indésirable. Takumi prend son avertissement au sérieux et se promet d'être prudent quant à la divulgation de ses pouvoirs. Cependant, tant qu'il est encore dans le village, il décide d'utiliser ses compétences pour améliorer la qualité de vie des habitants. Grâce à sa magie de la terre, il construit un mur de briques solides pour renforcer la sécurité du village. Pour plus de commodité, il installe une pompe à eau et crée plusieurs autres infrastructures utiles. Lorsqu'il a terminé, le village est méconnaissable, ayant été complètement transformé en un lieu plus moderne et sécurisé. Quand le marchand arrive, il peine à reconnaître l'endroit. Banga vient accueillir Papek, et après avoir conclu un accord commercial, Takumi s'avance pour qu'il puisse se mettre en route. Papek a déjà beaucoup entendu parler de Takumi grâce à Banga, alors il se présente et demande à Takumi s'il a bien tout préparé pour le voyage. Takumi lui assure qu'il n'a rien oublié, mais il y a quelque chose qu'il souhaite offrir aux villageois avant de partir. Il sort une potion de son sac et la tend à Banga, précisant qu'il en a déjà laissé environ 100 chez lui. En cas d'urgence, il veut que Banga les utilise pour soigner les blessés. Papek, stupéfait par la qualité de la potion, lui demande s'il peut l'examiner de plus près. Après l'avoir analysée, il confirme qu'il s'agit d'une potion de très haut niveau. Les villageois se rassemblent bientôt pour dire au revoir à Takumi. Papek annonce qu'il les attendra le temps qu'ils terminent leurs adieux. Molly fait ses adieux à Maple, qui dort dans le sac de Takumi, tandis que Martha lui remet une tenue confectionnée en soie d'araignée par elle et les autres femmes du village. Takumi est extrêmement touché par leurs gestes attentionnés et les remercie une fois de plus pour leur immense gentillesse, malgré le peu de temps qu'ils ont passé ensemble. Il monte dans la carriole, et les villageois lui offrent un chaleureux et émouvant adieu, lui assurant qu'il aura toujours une place parmi eux. Alors que Papek et Takumi prennent la route pour Bolton, Papek commente à quel point les villageois tiennent à lui. Même les autres passagers du chariot perçoivent à quel point Takumi faisait partie de leur famille, et cet au revoir chargé d'émotions touche profondément le cœur de Heath. En chemin vers Bolton, le groupe fait connaissance avec Takumi. Le blond se présente sous le nom de Heath, le rouquin s'appelle Riel, et l'homme à l'air sombre est nommé Bogart. Ils font partie d'un groupe de rang C, appelé Lionfang, et servent de garde du corps pour Papek. Cependant, la région étant plutôt paisible, ils n'ont pas eu grand chose à faire jusqu'à présent. Riel remarque que Takumi serre son sac avec précaution et lui demande s'il transporte quelque chose de précieux à l'intérieur. Takumi répond simplement qu'il y garde son araignée tueuse apprivoisée, qui est en train de dormir. Le groupe est sous le choc en apprenant qu'il a réussi à domestiquer une créature aussi dangereuse. Riel, cependant, insiste pour voir l'araignée, mais son attitude un peu trop enthousiaste met tout le monde mal à l'aise. Maple réagit immédiatement en lui donnant un coup de tête en plein visage. Takumi s'excuse aussitôt pour le comportement de Maple, mais les autres le rassurent, en lui disant qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter. Riel l'a totalement mérité. D'ailleurs, Heath plaisante en disant que, maintenant qu'elle a rencontré Riel, Maple pourrait finir par craindre tous les humains. Cependant, ce n'est clairement pas le cas.
puisqu'elle semble avoir une certaine affection pour Bogart. Alors que tout le monde s'amuse à admirer Maple, Papek appelle Takumi à l'avant du chariot car il souhaite discuter de la potion qu'il l'a vu tenir plus tôt. Il lui demande s'il en a d'autres en stock, car il serait très intéressé à en acheter. Takumi n'a aucun problème à lui en vendre, mais soudainement, le cheval s'arrête net. Quelque chose bloque la route. Un groupe de gobelins entoure la carriole, prêt à attaquer, ce qui n'annonce rien de bon. Le groupe de Lion Fang semble pourtant ravi d'avoir enfin une occasion de se mettre à l'action. Ils demandent à Takumi et Papek de rester en retrait et de leur laisser gérer la situation. Avec environ 20 gobelins répartis autour de la zone, ils sont confiants dans leur capacité et plongent immédiatement dans la bataille. Riel abat les gobelins à distance avec son arc, tandis que Bogart et Heath s'occupent d'un arc des combats au corps à corps, à l'aide de leurs masses et de leurs haches. En un rien de temps, ils éliminent tous les gobelins et se mettent à récupérer les pierres magiques contenues dans les créatures. Peu après, tout le monde remonte à bord de la carriole, et le voyage se poursuit pendant 3 jours jusqu'à leur arrivée à Bolton. Une fois en ville, les membres de Lion Fang se dirigent vers la guilde des aventuriers, pour signaler la réussite de leur mission d'escorte. Takumi les accompagne, car il doit également s'enregistrer auprès de la guilde pour pouvoir rester en ville. Takumi aurait préféré rejoindre la guilde des alchimistes, mais comme il n'y en a pas dans la région, il n'a pas d'autre choix que de s'inscrire en tant qu'aventurier. Hans, le réceptionniste, lui explique que sa carte d'aventurier pourra faire office d'identification et qu'il lui suffira de compléter au moins une mission simple par mois pour qu'elle reste active. Takumi s'inscrit donc officiellement comme aventurier et présente Maple comme son animal de compagnie. Une fois les inscriptions terminées, Takumi se rend à la compagnie commerciale de Papek pour négocier la vente de ses potions. Il en possède environ 100 de 3 types différents et toutes sa hardis sont d'une qualité exceptionnelle. Papek propose de lui acheter les potions de soins et d'endurance à 10 pièces d'argent chacune, et celles de mana à 50 pièces d'argent l'unité. Takumi fait rapidement le calcul dans sa tête et réalise qu'il va gagner plus de 7 millions de yens. Takumi trouve cette somme bien trop élevée, mais Papek lui explique qu'il aurait pu gagner encore plus s'il avait déjà une réputation bien établie en tant que producteur. En considérant cela, et puisque Takumi compte exercer en ville, Papek lui suggère de trouver une maison avec un atelier attenant, ce qui serait plus pratique pour lui. C'est à ce moment-là que Takumi réalise qu'il n'a même pas pensé à où il allait vivre en arrivant à Bolton. Papek décide de l'aider et appelle son assistant, Thomas, pour lui montrer une propriété abordable. Cependant, lorsqu'ils arrivent sur place, Takumi découvre une immense bâtisse ressemblant plus à un manoir qu'à une simple maison, ce qui lui fait immédiatement douter de son prix. Thomas le rassure en lui affirmant que la demeure est tout à fait abordable et qu'il peut lui garantir qu'elle n'est pas hantée, donc il n'aura pas à se soucier de cela. Takumi aperçoit l'atelier rattaché à la maison et commence à envisager sérieusement l'achat, car cela conviendrait parfaitement à ses besoins. Grâce à l'argent qu'il a gagné avec la vente de ses potions à Papek, il a de quoi se l'offrir. Après mûre réflexion, il décide de passer à l'achat et informe Thomas qu'il va acheter la maison. Thomas est ravi de cette décision et lui assure qu'il va s'occuper des papiers immédiatement pour qu'il puisse emménager dès le lendemain s'il le souhaite. Alors qu'il se promène dans les rues de la ville, Takumi perçoit une odeur nauséabonde dans l'air. Thomas remarque son expression et lui explique que l'odeur provient des égouts. Les personnes fortunées utilisent des purificateurs magiques pour traiter leurs eaux usées, mais les égouts de la ville n'ont pas accès à un tel luxe. Les purificateurs magiques sans les crédits sont extrêmement rares, car on ne les trouve que dans d'anciennes ruines ou des donjons, ce qui les rend bien trop coûteux pour être installés dans le système d'égouts de la ville. Les prêtres sont parfois engagés pour purifier les égouts à l'aide de magie, mais dans l'ensemble, ceux-ci restent insalubres la plupart du temps. Le lendemain, Takumi et Maple emménagent dans leur nouvelle demeure, et la première chose que Takumi souhaite faire est de trouver une solution au problème des égouts. Il récupère un morceau de quartz et de l'argile auprès de la compagnie de Papek, puis utilise sa magie pour les modeler. Ensuite, il combine magie du feu et magie spatio-temporelle pour accélérer le processus de cuisson. À force de répéter l'opération, Takumi finit par épuiser totalement son mana et doit boire plusieurs potions de mana. Néanmoins, il parvient à achever sa création, un véritable toilette moderne. À ce moment-là, Takumi entend Papek crier depuis le salon. Il accourt pour voir ce qui se passe et découvre Papek complètement enveloppé dans la soie de Maple, de la tête aux pieds. Déconcertée, Takumi demande à Maple pourquoi elle a fait cela, et elle explique qu'elle pensait que Papek trouverait cela amusant. Pour être honnête, la texture douce et soyeuse de la soie de Maple semble l'avoir apaisé au point de l'endormir, mais cela n'excuse en rien son comportement. Takumi s'excuse sincèrement pour l'attitude de Maple. Papek le rassure en lui disant que ce n'est pas un problème, bien que se faire attacher par surprise l'ait un peu secoué. Il se lève ensuite et s'excuse, expliquant qu'il doit rapidement utiliser la nouvelle installation de Takumi. Cependant, dès qu'il entre, Papek ressort aussitôt et commence à poser des questions sur cette merveille technologique. Takumi s'approche et lui explique qu'il s'agit d'un toilette relié à un dispositif de purification magique,
ce qui lui permet de se nettoyer automatiquement après chaque utilisation. En gros, après avoir fait ses besoins, le système utilise la magie de purification pour décomposer les déchets en matériaux inorganiques, qui sont ensuite évacués par les canalisations. L'explication semble parfaitement logique pour Papek, mais il souligne que seule une personne ayant une affinité avec la magie de lumière aurait pu créer une telle chose. C'est à ce moment-là que Takumi réalise qu'il vient de commettre une erreur, car Martha l'avait expressément averti de ne pas afficher ouvertement son utilisation de la magie de lumière. Inquiet, il demande à Papek de garder cela secret. Comprenant l'enjeu, Papek accepte de ne rien révéler. Cependant, il est tellement impressionné qu'il insiste pour en obtenir quelques-uns, et demande à Takumi s'il pourrait lui en faire. Takumi hésite à accepter, car la fabrication d'un seul toilette lui a déjà demandé beaucoup de travail. Mais comme Papek se montre particulièrement insistant, il finit par accepter, à condition que Papek lui fournisse les matières premières nécessaires. Ravi, Papek est prêt à tout pour concrétiser ce projet, mais il sait aussi que Takumi ne pourra pas produire autant de toilettes tout seul. Il lui suggère donc de conclure un contrat d'esclavage. Takumi est choqué par cette proposition, car il n'a jamais envisagé l'idée de posséder un esclave. Papek lui explique que s'il veut garder ses capacités secrètes, avoir un esclave pour l'assister serait la solution la plus sûre, car les esclaves sont liés par un contrat magique qui les empêche de divulguer des informations. Il insiste sur le fait que posséder une affinité avec la magie de lumière est extrêmement rare, et est généralement perçu comme une bénédiction divine, ce qui attirerait inévitablement l'attention de l'Église de la lumière divine. Cette dernière pourrait aller très loin pour forcer Takumi à travailler pour elle, rendant la discrétion encore plus cruciale. L'Église tire d'énormes profits de son monopole sur la magie de purification, et Papek est certain qu'elle ne serait pas ravie d'apprendre que des roturiers pourraient avoir accès à une purification bon marché grâce aux toilettes de Takumi. Cependant, il a une idée pour contourner ce problème, donc Takumi n'a pas besoin de s'inquiéter pour l'instant. La priorité absolue est d'empêcher l'Église de découvrir qu'il possède des pouvoirs liés à la lumière. C'est pourquoi Papek insiste sur le fait qu'acquérir un esclave serait la meilleure option pour lui. Takumi reste catégoriquement opposé à l'esclavage et affirme qu'il se débrouillera seul pour accomplir son travail. Cependant, sa carte de guilde commence soudainement à briller. En la consultant, il découvre un message lui indiquant qu'il doit accomplir une quête de vérification pour maintenir son statut d'aventurier. Prenant conscience qu'il n'aura pas assez de temps pour fabriquer tous les toilettes lui-même, il finit par accepter à contre-cœur d'acheter un esclave. Papek emmène alors Takumi à la Mouland Trading Company, expliquant qu'ils sont réputés pour être les marchands d'esclaves les plus éthiques de la région. Pendant que Papek négocie avec le propriétaire pour obtenir une bonne affaire pour Takumi, ce dernier se promène dans le jardin, attiré par sa beauté. Là, il aperçoit une magnifique elfe assise sur une terrasse. Dès qu'elle le remarque, elle lui lance un regard glacial et lui ordonne immédiatement de partir. Un peu plus tard, Papek présente Takumi à Mulan, la propriétaire de la compagnie de commerce d'esclaves. Il l'informe que Takumi est intéressé par l'achat d'un esclave, bien qu'il souligne que ce dernier était plutôt réticent à cette idée. Intrigué, Mulan demande à Takumi s'il y a une raison particulière à son hésitation. Takumi explique alors que, dans son pays natal, la pratique d'achat et de vente de personnes a été abolie depuis longtemps, ce qui lui rend difficile d'accepter cette réalité ici. Mulan prend en compte les préoccupations de Takumi, mais elle le rassure en lui expliquant que, dans cette nation, les droits et privilèges des esclaves sont au moins maintenus à un certain niveau. Voici comment cela fonctionne en substance. Le propriétaire est responsable de fournir à l'esclave ses besoins essentiels tels que la nourriture, les vêtements et un abri, tandis que l'esclave est tenu d'accomplir des tâches spécifiques définies dans son contrat. Le contrat inclut également une clause empêchant le maître ou l'esclave de causer un préjudice mortel à l'autre. Takumi trouve cet arrangement rassurant, car cela transforme essentiellement le contrat d'esclavage en une sorte d'emploi régulier avec des règles bien définies. Moulan poursuit en expliquant les différents types de contrats d'esclaves. Par exemple, ceux qui deviennent esclaves à cause de dettes sont sous contrat jusqu'à ce qu'ils aient gagné suffisamment pour rembourser ce qu'ils doivent. Les contrats permanents, en revanche, sont généralement attribués aux criminels ou aux captifs de guerre comme alternative à l'exécution. Cependant, la plupart des contrats d'esclaves résultent du fait que des personnes sont illégalement réduites en esclavage par des bandits. Papek suggère qu'un esclave de guerre serait le meilleur choix pour Takumi, car ces esclaves ne peuvent pas quitter leur maître sans autorisation. Bien que Mulan puisse arranger cela, elle demande pourquoi il est si important que l'esclave soit lié de cette manière. Papek commence à expliquer les compétences exceptionnelles de production de Takumi et la nécessité de protéger ses secrets. Mais Mulan insiste pour entendre directement l'explication de Takumi. Ce dernier clarifie qu'en tant que producteur, il souhaite se concentrer sur son travail, mais la gestion des missions de la guilde des aventuriers complique les choses. De plus,
Vivant dans un manoir, il a besoin d'aide pour son entretien. En outre, en raison de certaines compétences uniques qu'il possède, il lui faut une garantie que son esclave ne divulguera aucune information à son sujet. Enfin, comme ses missions impliquent la récolte d'ingrédients et peuvent être dangereuses, il requiert un esclave qui soit aussi un combattant compétent pour assurer leur sécurité. Mulan comprend rapidement que Takumi n'a pas de mauvaises intentions, mais elle refuse catégoriquement de le laisser confier à un seul esclave à la fois les tâches ménagères et le combat. Elle accepte de faire affaire avec lui uniquement s'il accepte d'acheter 2 esclaves distincts pour ses rôles. Dans cette optique, elle mentionne qu'elle connaît quelqu'un qui conviendrait parfaitement comme domestique et fait entrer Maria dans la pièce. Maria, qui a été réduite en esclavage dans son enfance, a été formée en lecture, écriture, mathématiques et entretien général, ce qui fait d'elle une excellente candidate pour le poste. Maria affirme avec assurance qu'elle est capable de gérer toutes les tâches domestiques d'un manoir seul, ce qui rassure Takumi. Cependant, Maria remarque qu'il semble perdu dans ses pensées et lui demande si quelque chose le tracasse. Takumi lui explique qu'il est juste un peu perplexe, car il ne comprend pas pourquoi personne n'a encore acheté Maria, étant donné à quel point elle est mignonne et compétente. Maria devient tout embarrassée en entendant Takumi la qualifier de mignonne. Alors il s'excuse, réalisant que ce commentaire pouvait être inapproprié. Maria se calme et lui dit qu'elle ne fera que les tâches ménagères stipulées dans le contrat et rien d'autre. Takumi répond qu'il en est d'accord, car il veut uniquement qu'elle s'occupe des tâches domestiques. Mais Maria tient à bien préciser qu'elle ne fera absolument rien d'autre. Takumi ne comprend pas pourquoi elle insiste autant sur ce point, puisque Mulan lui a déjà expliqué le fonctionnement des contrats. C'est alors que Maria s'exclame qu'elle ne peut pas coucher avec lui. Takumi est tout aussi troublé mais rassure Maria en lui expliquant que ses intentions sont sincères. Il la veut uniquement comme gouvernante, et rien de plus. Cette clarification apportée, Takumi demande à Maria si elle est toujours disposée à signer un contrat avec lui, ce à quoi elle accepte volontiers. L'affaire étant réglée, Mulan annonce qu'elle va commencer à rédiger le contrat de Maria. Cependant, en ce qui concerne un esclave combattant, Mulan explique qu'elle ne dispose actuellement d'aucun candidat répondant aux critères. En entendant cela, Maria la contredit immédiatement en affirmant que Sofia est toujours là. Mulan n'apprécie pas d'être remise en question et ordonne sèchement à Maria de retourner dans sa chambre et de commencer à préparer ses affaires. Une fois Maria partie, Takumi demande à Mulan si ce que Maria a dit est vrai. Mulan confirme qu'il y a bien un esclave combattant dans le bâtiment, mais elle avertit Takumi que Sofia pourrait ne pas lui convenir en raison de nombreux problèmes. Mulan tente de clore la discussion, mais Takumi, intrigué, insiste pour rencontrer Sofia. À contre-cœur, Mulan accepte et l'emmène à sa chambre. Lorsqu'ils arrivent, Sofia est surprise de voir que le visiteur n'est autre que le garçon qu'elle a croisé plus tôt dans la cour. Mulan dévoile alors le passé de Sofia, expliquant qu'elle a été capturée comme esclave de guerre lors du conflit entre le royaume de Triaria et celui de Yugur, des événements qui ont eu lieu il y a plus de 50 ans. Takumi est stupéfait d'apprendre que Sofia a plus de 50 ans, ce qui amène Mulan à expliquer que le royaume de Yugur était une nation elfique, et que les elfes ont naturellement une espérance de vie bien plus longue. Elle détaille ensuite pourquoi Sofia a du mal à trouver un maître. Elle porte une cicatrice bien visible sur ses oreilles et souffre d'une mobilité réduite à la main droite et à la jambe gauche. Ses handicaps physiques la rendent inadaptée aux aux exigences de la plupart des acheteurs cherchant un esclave de combat. Mais, en plus de cela, elle a aussi perdu sa capacité à utiliser la magie élémentaire, une caractéristique fondamentale des elfes, ce qui laisse supposer qu'elle est peut-être maudite. En prenant en compte tous ces éléments, Mulan doute fortement que Sofia puisse être d'une quelconque utilité pour Takumi dans ses quêtes. Malgré ses réserves, Takumi insiste pour évaluer la situation par lui-même et demande un moment seul avec Sofia. Mulan, bien que réticente, accepte et quitte la pièce. Une fois seule, Takumi prend doucement le visage de Sofia entre ses mains et plonge son regard dans le sien. Bien qu'il n'aime pas utiliser l'évaluation sur les gens sans leur consentement, Takumi estime que c'est nécessaire pour comprendre à quoi il a affaire. Lorsqu'il examine l'écran de statut de Sofia, il est stupéfait de voir que ses statistiques sont incroyablement élevées. Bien que ses blessures et sa malédiction limitent ses capacités, Takumi réalise que s'il parvient à résoudre ses problèmes, elle serait une compagne de combat idéale. Peu après, Mulan revient dans la pièce et demande à Takumi s'il a pris sa décision. Il déclare avec assurance qu'il veut prendre Sofia. Surprise, cette dernière lui rappelle tous ses défauts, mais Takumi lui assure qu'il arrangera tout, donc ce ne sera pas un problème. Impressionné par sa confiance, Mulan accepte de confier Sofia aux soins de Takumi. Quelques minutes plus tard, Mulan finalise les termes du contrat, et la dernière étape consiste à l'exécuter. Les trois se regroupent, tandis que Mulan utilise la magie pour les lier aux conditions convenues. Une fois le processus terminé, Maria et Sofia deviennent officiellement les esclaves
esclave de Takumi. Maria exprime sa gratitude envers Takumi pour l'avoir choisi et promet de travailler dur pour répondre à ses attentes, Sofia partageant le même sentiment. Le trio finit par rentrer chez Takumi, et au moment où il ouvre la porte, Maple bondit d'excitation pour l'accueillir. Inquiète pour la sécurité de Takumi, Maria et Sofia se tendent immédiatement, Sofia se préparant même à attaquer. Cependant, Takumi l'arrête rapidement et explique que Maple est en réalité son araignée tueuse domestique. Bien que perplexes face à cette révélation, les deux jeunes femmes décident d'accepter cette situation et d'agir comme si c'était parfaitement normal. Un peu plus tard, Takumi leur montre l'une des chambres vides du manoir. Sofia et Maria l'apprécient vraiment, alors Takumi leur propose que Sofia prenne celle-ci, et que Maria occupe la chambre voisine. Aucune des deux ne peut croire que Takumi leur offre des chambres individuelles, mais puisqu'ils ne les utilisent pas de toute façon, ils trouvent que ce serait bien qu'elles servent à quelqu'un. De plus, il leur indique qu'il y a une grande salle de bain, et une fois qu'elles auront terminé de s'installer, elles pourront en profiter à leur guise, ce qui enthousiasme particulièrement Maria. Plus tard, alors qu'elles prennent un bain ensemble, Maria exprime à quel point elle est ravie que Takumi ait choisi d'acheter aussi Sofia. Elle avoue qu'elle n'aurait jamais cru que Mulan accepterait de se séparer de Sofia, car cette dernière a refusé de la vendre pendant 50 ans, peu importe le prix proposé. Si Mulan a finalement vendu Sofia à Takumi, c'est sûrement parce qu'elle a aperçu quelque chose de fiable en lui. Sofia reconnaît que Takumi semble gentil, mais elle reste méfiante, car elles savent encore peu de choses sur lui. Lors des préparations du contrat, Sofia a aperçu le dossier de Takumi et remarqué que plusieurs informations sur son passé, comme sa ville natale et sa lignée, étaient là laissées en blanc. Cela l'amène à suspecter qu'il cache délibérément quelque chose. Une fois leur bain terminé, elles sortent et sont choquées de voir que Takumi a déjà préparé le dîner pour elles. Maria est particulièrement accablée, car s'occuper des tâches ménagères est censé être son rôle. Et si Takumi fait tout lui-même, alors elle se sent aussi inutile qu'une cuvette de toilette. Takumi explique qu'il voulait simplement lui faciliter son premier jour de travail, mais si cela la dérange, il la laissera s'occuper du reste des corvées seule. Pour l'instant, il leur demande simplement de s'asseoir afin qu'ils puissent tous dîner ensemble. Sofia hésite, car les serviteurs n'ont normalement pas le droit de manger à la même table que leur maître. Takumi comprend que son comportement peut lui sembler étrange pour un propriétaire d'esclaves, mais il ne veut pas qu'elle reste bloquée sur des traditions. Abordant le sujet des traditions, Takumi mentionne qu'il n'est pas particulièrement fan d'être appelé maître tout le temps et suggère qu'elle l'appelle par son prénom à la place. Sofia, cependant, demande si c'est un ordre formel. Takumi précise qu'il ne veut pas la forcer à l'appeler par son prénom si cela la met mal à l'aise. Tandis que Maria semble parfaitement à l'aise avec cette idée, Sofia, quant à elle, reste un peu réticente. Le lendemain, Takumi se rend à la compagnie de commerce de Papek pour récupérer un colis qu'il a commandé. Papek lui dit qu'il a fait de son mieux pour l'emballer solidement, mais il lui conseille tout de même d'être prudent en le transportant jusqu'à chez lui. Sur le chemin du retour, Takumi aperçoit une église à proximité et décide d'y entrer pour prier Noline. Il la remercie pour toutes les compétences qu'elle lui a accordées, car elles lui ont été d'une grande aide, mais il y a quelque chose qu'il aimerait lui demander. Au fil du temps qu'il a passé dans ce monde, il a appris que l'Empire sacré de Sédonia contrôle la doctrine religieuse ici, alors il ne comprend pas pourquoi Noline a autant de problèmes avec eux. À cet instant, Takumi entend la voix de Noline et la voit apparaître devant lui, ce qui le fait paniquer un bref instant. Noline lui explique calmement qu'elle a entendu sa prière et l'a amené ici pour discuter un peu. Répondant à sa question précédente, elle révèle qu'elle ne favorise pas Sédonia, car ils ne suivent pas Timonko et suivent pas sa volonté. Elle poursuit en expliquant que ce monde compte deux grandes religions principales, l'église de la création et l'église de la lumière divine. L'église de la création la vénère fidèlement depuis sa fondation, tandis que l'église de la lumière divine agit indépendamment de sa volonté, faisant ce qu'elle veut. L'Empire de Sédonia a même lancé plusieurs croisades pour répandre leur religion par la force. Face à tout cela, Noline a choisi de ne pas s'impliquer, car elle n'a aucun intérêt à interférer dans les querelles insignifiantes de l'humanité. Takumi fait remarquer que c'était une décision stupide, car la seule raison pour laquelle Sédonia a pu activer le sort d'invocation qui l'a amené ici, c'est que Noline n'est pas intervenue à temps. Et oui, dit comme ça sonne plutôt mal, mais elle lui a offert toutes ses bénédictions pour compenser son erreur. Cependant, il y a quelque chose qu'elle doit lui dire. La plupart de ses bénédictions resteront avec lui à jamais, mais l'une d'elles finira par disparaître, à savoir la chance exceptionnelle qu'il a eue récemment. En gros, elle lui a donné un tutoriel pour débutants en lui permettant de rencontrer des personnes gentilles et serviables, mais bientôt, il sera confronté à des individus aux intentions malveillantes. Désormais, les résultats de ses actions dépendront entièrement de lui.
Peu après, Takumi rentre chez lui, mais trébuche sur Maple, qui l'accueille avec enthousiasme. Sophia et Maria se précipitent pour s'assurer qu'il va bien, mais lorsque Sophia tente de prendre le colis qu'il a ramené, il le range aussitôt dans sa boîte à objets pour l'empêcher d'y toucher. Il leur annonce ensuite qu'il va travailler dans son atelier pendant un moment et leur demande de ne pas le déranger. Sophia, remarquant que le colis est enveloppé dans du papier magique de haute qualité, devient suspicieuse, pensant qu'il pourrait contenir quelque chose de dangereux. Incapable d'ignorer ses doutes, elle suit discrètement Takumi jusqu'à son atelier. Là, elle est choquée de le voir tremper un couteau dans du poison, se couper volontairement, puis guérir immédiatement sa blessure. Son comportement semble étrange et inquiétant. Lorsque Takumi mentionne négligemment le nom de Maria pendant son expérience, les soupçons de Sophia s'intensifient, la poussant à croire qu'il a de mauvaises intentions envers Maria. Elle tente de l'attaquer, mais accablée par l'épuisement, elle s'effondre sur lui à la place. Takumi vérifie son statut pour comprendre ce qui ne va pas et découvre qu'elle souffre d'une fatigue extrême, probablement causée par sa malédiction. Une blessure de ce type ne devrait normalement pas être difficile à soigner, mais en raison de la malédiction, cela demande un effort considérable. Après plusieurs tentatives, il parvient finalement à guérir sa main, ce qui fait monter de niveau sa magie de lumière. Plus tard, il porte Sophia jusqu'à sa chambre, et maintenant que sa magie a gagné en puissance, il possède assez d'énergie pour lever la malédiction. Il concentre toute sa magie, et après un long effort, parvient à guérir entièrement Sophia, ainsi qu'à dissiper sa malédiction. Elle est toujours inconsciente à cause de l'épuisement, mais avec un peu de repos, elle devrait aller mieux. Quelques heures plus tard, Sophia se réveille et, en apercevant Maria, lui crie immédiatement de s'enfuir, convaincue que Takumi est complètement fou après ce qu'elle a vu plus tôt. Maria, cependant, ne comprend pas de quoi elle parle, mais elle est plus certaine que jamais que Takumi est une personne véritablement bienveillante. Pour le lui prouver, Maria lui tend un miroir, lui révélant les changements apportés à son corps. Sophia, stupéfaite, réalise qu'Elasia a été guérie et que sa magie est de retour. Déterminée à comprendre, elle sort immédiatement pour confronter Takumi, qui lui confirme qu'il a réussi à lever sa malédiction. Il explique que cela lui a demandé de supporter une douleur intense et de déployer de gros efforts pour faire monter de niveau sa compétence, mais il la rassure en lui disant qu'elle n'a pas à se sentir redevable. Après tout, il lui avait promis de la soigner. Sophia prend alors conscience qu'elle avait complètement mal jugé Takumi. Submergée par la gratitude face à la bonté dont il a fait preuve envers elle, elle s'agenouille devant lui et lui jure solennellement de le servir fidèlement pour le reste de sa vie. Regardez la prochaine vidéo à l'écran et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.